Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée exceptionnelle qui est Camille Corbineau, qui est expert en sommeil et pas que. Bonjour Camille. Bonjour Steve. Eh bien Camille, je vais te demander de te présenter, de dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Ouais, alors je suis Camille Corbineau, j'ai 29 ans, je viens du Havre. Enfin, j'exerce toujours au Havre, même si je pars souvent à l'étranger. Alors, je fais beaucoup de choses. Mon premier métier, c'est kiné. Ensuite, je fais de la micronutrition. Je fais de la thérapie du sommeil, donc de l'optimisation du sommeil. Et des programmes de récup, d'optimisation des performances cognitives et physiques. Voilà. Très bien. On va commencer dans le vif du sujet. Pourquoi le sommeil est essentiel dans la récupération physique? Alors, il est essentiel dans la récupération physique et cognitive, je veux dire. Tout simplement parce que c'est le seul moment de la journée où notre corps il peut récupérer de tout ce qu'il a fait dans la journée. Donc, en fait, il permet. Alors, il y a plein d'études qui ont essayé de déterminer à quoi servait le sommeil. En fait, on apprend à quoi il sert en privant les humains de sommeil. Donc, il sert à énormément de choses. Pour la mémoire, pour le système immunitaire, pour récupérer d'une blessure, pour avoir un système digestif qui fonctionne correctement. En fait, c'est essentiel d'avoir un tiers à la moitié de 24 heures de la journée complète où notre corps est complètement au repos et se régénère. Et justement, on va venir à cette question de combien d'heures on est censé dormir. Alors, il y a une norme. On est censé dormir environ 8h30. Sauf que dans la population, il y a des petits dormeurs, il y a des grands dormeurs. Donc, il y en a avec 4 heures de sommeil. Ils vont être au top, ils vont être au taquet le matin et il ne va pas y avoir de soucis pour eux. Et il y en a d'autres qui n'ont pas de chance et qui ont besoin de 10h30 de sommeil pour être au top dans la journée. Donc il n'y a pas de norme, en fait, c'est au ressenti, il faut apprendre à connaître son corps et voir si après 8 heures de sommeil, on se sent bien le matin ou non. Et puis ça évolue au cours de la vie, c'est-à-dire qu'un enfant, il ne va pas avoir besoin de la même chose qu'un adulte et qu'une personne âgée. Donc un enfant, on est plus proche des 10 heures, 11 heures pour un enfant en bas âge. Un adulte, on est à 8h30 et puis une personne âgée, là c'est plus compliqué, on est plutôt autour de 6 heures parce que leur cycle circadien est complètement déréglé et donc ils ont du mal à dormir, donc c'est pour ça qu'ils font souvent des siestes parce qu'ils ont un sommeil qui est très haché, ils n'arrivent pas à dormir d'une traite autant que toi et moi on le pourrait. Tu as parlé du cycle circadien que tu... Ouais, alors le cycle circadien en fait c'est le cycle jour-nuit si tu veux, donc il est régulé par la lumière du soleil, encore faut-il en avoir. Donc en France ça va à peu près, dans les pays nordiques c'est plus compliqué, donc ils font appel à la luminothérapie, ils se complémentent en vitamine D, etc. Donc voilà, c'est régulé par la lumière du sommeil et par les repas qu'on va pouvoir faire. Donc c'est pour ça que c'est important d'être réglé aussi dans ces repas et de ne pas manger à n'importe quelle heure. Parce que sinon après on est complètement déréglé et on ne sait plus à quelle heure on doit aller dormir. Très bien. Comment on sait si on manque de sommeil? Alors, on sait si on manque de sommeil par les différentes gènes et les différents symptômes qu'on va avoir. C'est-à-dire que tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Parfois, c'est l'entourage ou c'est le médecin qui va s'interroger sur notre qualité de sommeil. Parce que voilà, on peut soit manquer de sommeil, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas passer 8 heures au lit, soit passer 8 heures au lit, mais avoir un sommeil qui n'est pas récupérateur, qui n'est pas optimal. Donc ça, c'est pas toujours simple de s'en rendre compte. Mais en général, le matin, si on a du mal à se réveiller, si on est fatigué, si on a une fatigue chronique dans la journée, et ça sur plusieurs semaines, si on accumule les blessures, si on a des migraines au réveil, si
Si on a un système immunitaire qui est défaillant, ça veut dire que si on chope tous les virus qui passent, si on a la grippe tous les hivers, etc., c'est qu'il faut peut-être aller faire un tour du côté du sommeil. Ok. Est-ce que, alors là on va aborder un vrai sujet de récup. Devrait-on faire la sieste et quelle est la durée optimale d'une sieste? Alors ça c'est un vaste sujet la sieste et tout le monde n'est pas d'accord. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas sportif, qui s'endort normalement, etc., la sieste elle n'est pas obligatoire. C'est vraiment si on en ressent le besoin, souvent après le déjeuner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la sieste trop tard parce que sinon on décale complètement son cycle et on a tendance à s'endormir plus tard et après, c'est un cercle vicieux. Donc si on est si on a une surcharge de travail le matin, si on a fait du sport le matin de manière inhabituelle, on va pouvoir faire la sieste. Par contre, s'il y a quelqu'un qui présente un retard de phase, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'endormir à 1h normale, il va s'endormir à minuit, 1h du matin, 2h du matin, je ne conseille pas de faire la sieste parce qu'il faut créer un petit peu cette dette de sommeil, ça veut dire d'avoir cette fatigue qui arrive plus tôt. Donc si on fait la sieste, c'est complètement contre-productif. Et malheureusement, ceux qui se sont endormis tard, ils ont tendance à faire la sieste parce qu'ils sont fatigués autour de 16-17 heures. Pour les sportifs, c'est vraiment du cas par cas, en fonction de la charge de travail, en fonction de s'il y a des compétitions ou pas. Il y a des études qui ont montré que de faire une sieste avant une grande compétition, 1 heure à 2 heures avant, augmentait les capacités physiques. Bon, il faut pas... en fait, le fait que ça devienne systématique, on perd l'intérêt des bénéfices de cette sieste. Donc moi, je conseille de la faire uniquement en cas de compétition. Et la sieste, elle ne doit pas dépasser 20 minutes, parce que le problème, c'est que si on part dans un cycle complet de sommeil, au moment du réveil, on va être en phase de sommeil profond, et là, derrière, on est complètement cassé, parce que on va comater, quoi. Les jet lag. C'est un peu les jet lag. Et les jet lag, c'est encore une autre histoire, parce que... Ouais, c'est pareil. En fait, il faut préparer ça plusieurs jours à l'avance. Quand on est sportif, c'est pas facile les déplacements et la gestion des jet lag. Ok. On prend un petit exemple, là, par exemple, un footballeur qui est assez connu, Ronaldo, tout le monde le connaît. Lui, vraiment, il avait la sieste facile, quoi, comme on dit. Hein. Oui, complètement. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu peux dire là-dessus? Enfin, je pense que c'est au ressenti. C'est quoi? C'est vraiment s'écouter, c'est être... comme un thermomètre, un peu savoir... Ouais, c'est complètement s'écouter. En fait, Ronaldo, il est vraiment connu pour connaître parfaitement son corps et en prendre vraiment soin. Dans le milieu du foot, c'est pas complètement répandu. C'est pas le meilleur sport pour ça. Et donc, lui, je pense qu'en fait, il a fait plusieurs essais et il a fini par voir que c'était la meilleure manière... c'était son fonctionnement, en fait. Faire des siestes, améliorer ses capacités physiques derrière. Donc il faut vraiment tester, mais pas tester une seule fois, c'est-à-dire qu'il faut tester sur plusieurs semaines et voir ses résultats et objectiver ses résultats, c'est-à-dire voir s'il y a vraiment au niveau de la force des meilleures performances derrière, etc. Sieste flash. Ouais, micro-sieste, ou sieste flash, ouais, complètement. On connaît cette technique d'allonger avec une cuillère dans la main et à partir du moment où elle tombe... Ça je connais pas. En fait, c'est vraiment d'aller justement éviter ce sommeil profond. Ouais. Et éviter de mettre une alarme parce que ça peut stresser de dire je m'endors pas, et de prendre cette cuillère dans la main et de s'allonger, et à partir du moment où ta main lâche la cuillère, déjà ça fait un bruit donc ça te réveille, donc c'est un peu peut-être stressant au niveau du réveil, mais pour le coup tu as c'est habituer son corps à pas dépasser un seuil. Tu es rentré dans un seuil de détente et de micro-sieste sans aller plus loin. C'est ça qui est recherché en fait avec la sieste, c'est d'atteindre un seuil de détente, et comme on pourrait l'atteindre avec la méditation par exemple. Sauf que c'est souvent plus facile de faire une sieste à des sportifs que de la méditation. C'est sûr. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs fondamentalement, on est sur de la base, quoi. Le sommeil, c'est quand même quelque chose... Moi, souvent, j'associe ça à un téléphone. Je veux dire, ton téléphone, c'est une batterie. Quand tu es à 2%, que tu as un call hyper important à passer, ça ne marchera pas en fait. Oui, complètement. Et ton corps, c'est un peu pareil. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour mieux dormir à nos auditeurs? Alors, à quelqu'un qui n'aurait pas de troubles du sommeil majeur, qui voudrait juste optimiser son sommeil, en fait, c'est les règles d'hygiène du sommeil. Donc, c'est des choses très simples, mais qu'on ne met pas forcément en place, juste parce qu'on n'y pense pas ou par flemme parfois aussi. C'est d'abord d'avoir une pièce qui est complètement dans l'obscurité, qui est plongée dans l'obscurité.
Parfois c'est compliqué à avoir, donc il ne faut pas hésiter à investir un peu puis avoir des rideaux complètement occultants. Il y a même des rideaux avec des scratchs qu'on met sur la fenêtre. Parce que le moindre stimuli, qu'il soit visuel ou sonore, en fait, ça nous sort complètement de notre sommeil profond. Même les petites lumières de télé, par exemple, de veille. Ouais, alors là, la télé, déjà, on la sort complètement de la chambre. Ça, on est d'accord. Tout ce qui va être réveil, rien qu'avec le truc un peu luminescent, c'est pareil, on sort. Et donc voilà. Il y a aussi donc, tout ce qui va être bruit. Alors... Parfois, on est dans un appartement ou dans une maison où c'est compliqué de venir contrôler tous les bruits environnants. Moi, ce que je conseille, c'est les bruits blancs pour contrer un peu ça. Parfois, il y a une petite dépendance qui se crée, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à s'endormir sans les bruits blancs. Donc, il faut essayer quand même quand il n'y a pas de bruit, quand on est autre part que chez soi où il y a des bruits, on essaie de laisser les bruits blancs de côté pour se réhabituer à dormir sans. Voilà. Ensuite, il y a la température de la chambre qui est très importante. Il faut que la chambre elle soit à 18 degrés, pas plus. Que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour les sportifs, c'est la même chose. 18 degrés parce que notre corps, il a besoin, on a besoin d'avoir une baisse de la température corporelle pour s'endormir. Donc si on n'a pas ça, ça va être compliqué. On le voit bien l'été quand il fait chaud, on a beaucoup plus de mal à s'endormir. Donc voilà, la température corporelle est importante. L'alimentation est importante et pas seulement le dîner, pas seulement l'alimentation du soir. C'est-à-dire que ça se joue dès le matin. Le matin, en fait, on a besoin de protéines, on a besoin de gras pour synthétiser des hormones qui, une fois la nuit tombée, vont se transformer en hormones du sommeil. Donc l'alimentation du matin elle est importante et l'alimentation du soir, il faut qu'elle soit légère, c'est-à-dire le plus léger possible. Parce que notre corps, il est censé être au repos complètement. Si on est en train de digérer toute la nuit, il ne va pas être concentré sur le sommeil, c'est pas l'objectif. Donc déjà ça. D'avoir une literie adaptée, sur laquelle on est confortable. On peut passer 8 heures complètes sans avoir mal au dos, etc. Ça c'est les règles simples de sommeil. La literie, c'est un vrai sujet parce que les gens ils pensent pas. C'est quand même une partie de ton temps de vie. On passe en moyenne 25 ans sur un lit en fait. C'est quand même fou parce qu'on n'y pense vraiment pas. Et les gens mettent pas de budget dedans. Je pense que ça représente un gros budget pour eux, donc c'est pas évident. Et puis ils savent jamais vers quoi se tourner. Souvent on vient me demander est-ce qu'il faut que je prenne un matelas mémoire de forme, un matelas dur, un futon, pareil pour les oreillers. Et il n'y a pas de bonne réponse. C'est-à-dire qu'il faut essayer. Alors il n'y a pas de bonne réponse, ok, mais je pense que déjà si on part sur quelque chose de sain, et ça c'est vraiment un problème parce que des matelas bien il y en a, mais des matelas bien et vieux ou mal dans un endroit humide. Oui, complètement. Tu vois, donc en fait il peut y avoir tellement de perturbateurs en plus dans ton matelas. C'est vrai que nous on travaille avec Matelas 365, je ne sais pas si tu connais. C'est une très belle marque de matelas. Très sain, en fait c'est le matelas le plus sain d'ailleurs, en fait il est déhoussable, donc le dessus de ton matelas tu le laves en machine et il est assaini, c'est-à-dire qu'en fait quand tu veux tu le mets tu le fais monter en température à 55 degrés et du coup ça tue tous les acariens. D'accord, ok. Donc ça c'est bien et c'est vrai que c'est les anciens PDG d'Allopilo qui ont monté cette marque et c'est vraiment dingue. Que ce soit les oreillers et les matelas, ils ont vraiment quelque chose de très... Mais tu parles justement du textile ou de la matière qui est utilisée, mais c'est la même chose aussi pour la peinture que tu vas mettre sur les murs de ta chambre, etc. Et c'est pour ça que maintenant ils sortent des peintures spéciales pour murs de chambre de bébé pour pas avoir de perturbateurs endocriniens. Donc c'est un vaste sujet et s'il y a bien une pièce dans laquelle il faut faire attention sur les matériaux qu'on utilise, c'est la chambre. On y passe du temps dans cette chambre. Très bien. On va parler de position. Est-ce qu'il y a une position de sommeil à privilégier ? Alors, si tout va bien, si tu n'as pas de pathologie, non. De toute façon, la position que tu vas prendre à l'endormissement va pas être la même que celle que tu vas prendre au cours de la nuit. Tu vas pas arrêter de bouger, etc. Il y a très peu de gens qui gardent la même position et c'est souvent parce qu'il y a des douleurs et que leur corps comprend qu'il est mieux dans cette position-là. Par contre, si tu as un ronfleur, si tu as une apnée du sommeil, là par contre oui, c'est important d'y faire attention et il faut privilégier la position allongée sur le côté pour pas obstruer les voies respiratoires et pour avoir une meilleure oxygénation. C'est pas facile à faire parce que souvent ces dormeurs-là, ils sont habitués en fait à dormir sur le dos.
Donc il faut rééduquer un petit peu leur cerveau et souvent on utilise des espèces de ceintures, de harnais où il y a une balle de tennis à l'arrière, où il y a un rouleau en mousse en fait, qui les empêche de se tourner sur le dos. La position devient complètement inconfortable et donc naturellement ils se remettent sur le côté. Donc on habitue leur cerveau à ça. Ok, donc pas de prise de tête sur la position, c'est vraiment... Non, mais de toute façon, chacun a sa position préférée, ils peuvent pas s'endormir autrement. Mais Donc, c'est vrai que parfois, nous c'est ce qu'on trouve, on peut voir des clients qui se disent dormir avec le bras un peu en haut, et donc du coup il y a des pathos qui arrivent, quoi. C'est-à-dire que patho épaule, patho, tu vois, c'est au niveau des cervicales, et donc... Alors les cervicales, en fait, si tout va bien, tu es capable de dormir sur le ventre avec la tête complètement tournée. Donc le sommeil n'est pas forcément la cause, mais effectivement, si tu as quelque chose, il va falloir essayer de le contrôler un petit peu. Consulter. Ouais, c'est ça. Mais chez mes patients, ça n'a jamais été la cause de leurs problèmes. En général, c'est autre chose. Et effectivement, quelqu'un qui a une tendinite au niveau de l'épaule, le sommeil il va être très perturbé et on a à peu près 20% des patients qui ne peuvent pas dormir autre part que sur un fauteuil en semi-allongé, tellement c'est compliqué au départ. Mais pour améliorer leur sommeil, finalement, il faut améliorer leur épaule. Donc voilà, on est un peu dans un cercle vicieux là. Le chat qui se mord la queue. Ouais. La question souvent qui revient, c'est par rapport au déficit de sommeil. Est-ce que il peut se rattraper ? Alors non, on ne peut pas rattraper une dette de sommeil. C'est pas possible. Une fois qu'on a loupé 2 heures sur son sommeil une nuit, c'est perdu. Voilà. En fait, ce que j'aime bien dire à mes patients, c'est si vous dormez 1 heure de moins par nuit, c'est comme si vous faisiez une nuit blanche par semaine. Sur le court terme, en fait, c'est pas exactement le même effet. C'est-à-dire que si on dort 1 heure de moins, on va pas se sentir au bout de la semaine comme si on avait fait une nuit blanche le samedi. Mais sur le long terme, par contre, c'est la même chose, c'est les mêmes effets sur le corps. Donc non, on le rattrape pas et c'est pour ça que c'est essentiel de dormir bien et de dormir la bonne durée tout au long de sa vie. Parce que ça a des conséquences sur le corps. Et qu'on met longtemps à récupérer, finalement, à se réhabituer, à réhabituer son corps à dormir correctement. Il y a un vrai sujet aussi, c'est l'insomnie. Ouais. C'est vrai que moi je dis souvent, quand je me réveille bizarrement à 4h du matin et que je me rendors pas, je lutte pas contre ne pas me rendormir, je me lève et j'actionne, en fait, c'est parti, quoi. Oui, complètement. Et par contre, je fais une micro-sieste l'après-midi, mais pour rattraper, pas rattraper du coup, mais en tout cas pour essayer d'être plus en forme la deuxième partie de journée. Ouais. Alors, il y a une différence entre les insomniaques chroniques et ceux qui font une insomnie comme ça une fois dans le mois parce qu'il s'est passé quelque chose en particulier ou peu importe. Les causes vont être différentes. Ça peut être déjà le stress pour les deux. Si on a un événement, on va se réveiller en milieu de nuit en fait parce qu'on y pense, parce qu'on a quelque chose à préparer, etc. Donc le corps est prêt à partir, est prêt à se mettre dans l'action. Donc effectivement, on ne va pas se rendormir. Mais les insomniaques chroniques, la question est plus complexe parce que les causes sont diverses. Ça peut être hormonal. De plus en plus, on a l'impression que c'est génétique. Il y a des études qui sont en cours sur la mise en place de nouveaux médicaments en utilisant l'hormone qui est l'ocytocine. Donc voilà, on est encore en recherche là-dessus. Par contre, ce qui marche très bien, c'est la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale pour les insomniaques chroniques, pour le coup, où on revoit toutes les règles d'hygiène du sommeil. Et puis la restriction de sommeil aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui dort 3 heures par nuit, faut pas qu'il passe 8 heures dans son lit, ça sert à rien. Faut pas qu'il ait le portable dans son lit, donc s'il s'endort pas, il se lève, il va faire autre chose. Privilégier quand même les activités qui sont pas stimulantes, c'est-à-dire on va pas se mettre devant la télé, ça va être vraiment contre-productif, mais on va faire du dessin, on va lire un petit peu, et puis on se remet au lit une fois qu'on a pris le train suivant du sommeil finalement, où l'endormissement commence à arriver, qu'on commence à se sentir fatigué, et là on retourne au lit, parce que la pire des situations, c'est quand ils tournent en rond dans leur lit, et là ça arrive, le sommeil n'arrive jamais. Donc, le problème c'est que le train souvent c'est 1h30 après, quoi. Une phase, une phase. Et ça c'est compliqué. Ouais. En fait, en 1h30, on a le temps de regarder le plafond et de se dire pourquoi je me rendors pas. Ouais, puis ils regardent l'horloge, etc. Puis ils se lèvent le matin. Déphasés. Et puis oui, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas dormi du tout. Et parfois, l'impression qu'ont les gens et puis ce qu'ils ont réellement dormi est complètement différente. Il y a un truc avec l'acceptation aussi, je pense que c'est fondamental
quand on fait une insomnie, d'être OK avec ça. Oui, Parce oui, que et si de ne pas on se est- mettre la pression Voilà. de dormir. Si on est rebelle avec l'insomnie, Mm. c'est pire. Ouais. Et la journée va être horrible. Ouais, oui, parce qu'en fait, ils se mettent une pression de performance du sommeil. Mm. Et ça, c'est compliqué. Toute leur vie est centrée autour de ce manque de sommeil, de cette incapacité à dormir. Alors qu'il ne faudrait pas, en fait. Il faut caler tout le reste de la journée pour que la nuit, finalement, ça se passe de mieux en mieux. Mais il ne faut pas s'attendre, en fait, quand on dort 3 heures par nuit, à d'un seul coup réussir à dormir 8 heures. C'est pas Mm. possible. On est semaine en semaine à rajouter des demi-heures ou des heures. Step by Mais, step. voilà, c'est ça. Ouais, C'est complètement. vrai que nous, on a un vrai sujet sur la récup, notamment en B2B, où vraiment cette question revient assez souvent. Et quand même, aujourd'hui, on vit dans un monde un peu de 3.0, avec ce fameux Netflix que tout le monde connaît, et qui met un peu la pagaille dans les sommeils des gens. Oui. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'instaurer le moment de faire une pause dans l'entreprise qui pourrait être vraiment productif. Et c'est vrai que la sieste pour un employeur ou pour même aujourd'hui, je veux dire 80% des personnes, on parle de sieste, tout de suite on fait référence à quelqu'un de vieux quoi. Oui, Enfin, oui. la sieste Dans est notre mal prise. culture à Ouais, nous, la mais sieste pas est- dans celle des autres pays. Ouais. Dans notre culture. Ouais, alors déjà Netflix a dit il y a un petit moment déjà que son plus gros concurrent c'était le sommeil. Ouais. Parce que plus ils grignotaient du temps de sommeil et plus il y avait du temps de visionnage de leurs séries, etc. Donc on doit s'inquiéter quand même de ça et faire attention. Et puis pour la sieste au travail, moi je trouve ça génial quand il y a un chef d'entreprise qui décide d'installer ou de mettre en place de la promotion en fait autour de la sieste parce que ça montre à ses employés en fait qu'il prend soin de leur santé et qu'il veut que tout se passe bien, qu'ils aient un temps de repos en fait par rapport à leur activité de la journée. Donc moi je trouve ça génial quand ils font attention à ça. Ouais. Un petit big up à un de nos partenaires de sieste qui est Nap and Up, avec qui on bosse un petit peu, et du coup qui prône la sieste Oui. au travail. Donc ça c'est vraiment génial. Tu parlais tout à l'heure de l'alimentation qui joue un rôle sur le sommeil. Est-ce qu'il y a des vrais perturbateurs à vraiment limiter, on va dire après-midi, soirée, tels que l'alcool par exemple? C'est vrai qu'on aime bien Complètement. aller chercher cette after work, after party avec la bière qui tarde. Mais donc du coup, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais, je vais pas te dire que c'est bon. Hein. C'est pas mal. Socialement, il se passe un truc, mais c'est toujours pareil. Y a pas C'est d'excès. l'équilibre entre Voilà. les deux, on va C'est dire ça. ça. Et puis ça dépend à quelle heure tu le prends aussi. Mais non, alors l'alcool, ouais, c'est un gros perturbateur, mais il n'est pas toujours vu comme tel parce que quand on boit de l'alcool, on a tendance, c'est un somnifère, on a tendance à s'endormir. Mais en fait, au milieu de la nuit, il vient complètement réduire la phase de sommeil réparateur, la phase de sommeil profond, et donc ça crée des micro-réveils. Donc c'est une très mauvaise idée. Il y a des gens qui pour leurs insomnies, vont boire une bière, vont boire un cocktail, et puis s'endorment plus naturellement. Mais derrière, leur nuit est tout aussi cassée. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Donc il y a l'alcool, il y a le café, caféine, théine. Pareil, en fait, on les prend pour être un peu plus stimulés dans la journée. On a l'impression que ça n'a pas d'effet, en fait, parce qu'on les prend à distance, finalement, de la nuit. Mais il faut savoir que si on est un consommateur régulier de café ou de thé, qu'on arrête pendant 2 semaines, notre organisme, il n'est pas encore régulé après 2 semaines. Ça a des conséquences vraiment sur le long terme, parce que ça vient... en fait, dérégler la balance de neurotransmetteurs, les petites hormones en fait, qui sont chargées de transmettre des informations, et donc là, des informations de veille qui nous permettent de rester éveillés. Et donc ça vient perturber ça, donc ça met du temps à se réguler complètement. Et donc quelqu'un qui boit du café très régulièrement, faut faire attention. Pourquoi pas passer au décaféiné, Non. décaféiné propre, je veux dire, parce qu'il y a plein de décaféinés qui sont pas... Voilà. Il y a le sujet du café, effectivement. Alors, c'est bien parce que toi, en plus, tu es experte en micronutrition. Le café, pas au réveil? Pas au réveil parce que ça vient perturber la thyroïde, ouais. Ok. Et du coup, En fait, jamais le café. Mais si la personne aime le café, parce que c'est vrai que c'est compliqué de dire à quelqu'un qui aime le café de dire arrête ton café. Je pense qu'il peut être très nerveux. Et du coup, on lui explique que prends ton café plaisir, allez, max 2 par jour, mais du coup, il faut essayer de l'éloigner prise matin, on va dire, allez, 9-14 quoi. Oui, c'est ça. Tu valides?
Je valide plutôt après les repas. D'ailleurs, l'effet va être diminué et puis l'effet sur la glycémie va être diminué aussi, donc plutôt après les repas. Ok, et pas après 14h. Non, pas après 14h. Le fameux café. Sauf si on travaille de nuit, tout est décalé, mais. Le fameux café de après-dîner, je suis fou de voir des gens qui. T'en vois encore beaucoup de Il y a des gens qui prennent des cafés à 22h, quoi. Ouais, mais je pense que c'est les gens qui arrivent encore très bien, ou qui ont l'impression de très bien dormir, qui s'endorment très facilement, et du coup qui font pas attention, ouais. Mais ouais. Il ferait mieux d'aller regarder un peu leur sommeil. Quand même. C'est clair. Est-ce que faire du sport permet de mieux dormir ? Oui, mais pas n'importe comment. Et pas n'importe quand. Okay. C'est un peu comme le café. En fait, le sport te permet, là, tout le monde le sait, permet d'être globalement plus en forme. Si on fait pas du sport à haut niveau, je parle, où là, les impacts sur le corps vont être bien différents. Mais si on fait du sport 2, 3, 4 fois par semaine, ça permet globalement d'améliorer le sommeil parce qu'on améliore sa santé. Par contre, si on fait du sport en fin de journée, là c'est compliqué parce qu'on augmente notre température corporelle, et derrière elle a du mal à diminuer, on augmente notre rythme cardiaque et c'est pareil, ça vient complètement perturber le sommeil. Donc normalement le sport c'est au moins 3 heures avant le coucher. On parle de sport cardio là, ou intense. Parce que du yoga, a priori c'est quand même assez cool, ça respire. Ouais, mais tu augmentes quand même ta température corporelle. Hein. Donc, sauf si tu fais du yoga nidra, mais sinon... Sinon c'est douche froide. Ouais, sinon c'est douche froide. Pour les muscles et du coup pour la température corporelle. Ouais, complètement. C'est assez dingue, c'est vrai que la douche froide... Qui est valable pour les femmes qui sont en ménopause d'ailleurs, où la température corporelle elle fait un peu n'importe quoi. La douche froide elle va aider à s'endormir. Ouais, c'est vraiment important. Alors c'est vrai que c'est pas facile pour certaines personnes qui n'aiment pas le froid. Moi c'est vrai que tout le monde sait que le froid et moi c'est quand même un bon allié. Mais le froid, la douche froide, alors encore une fois pour les auditeurs qui nous écoutent, il n'est pas question de se mettre sous la douche froide tout de suite parce que c'est très stressant. Il faut pas être stressé pour faire une douche froide. Prenez une douche tiède tranquillement, vous vous savonnez et vous êtes vraiment centré, respirez, tournez la température doucement et vraiment, je dirais pas apprécier, mais en tout cas contrôler ce changement de température avec de la respiration et ne pas être à subir avec des petits cris. Ça, c'est vraiment pas bon. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ce changement de température. Il ne faut pas se crisper, il faut être relâché. Ça, c'était un petit aparté sur la douche froide. Et puis, il y a un vrai intérêt de l'entraînement au froid, de se mettre dans des températures froides, d'aller se baigner dans la mer froide, etc. Pour le système immunitaire, pour le nerf vague aussi, dont on ne parle pas encore assez. Ça vient le stimuler. Donc ouais, complètement, ça a plein de vertus, l'entraînement au froid. Très très bien. Nous, c'est vrai qu'on a vraiment un public chez Pôle Récup et NeuroRécup qui sont en dette de sommeil. Et c'est vrai que tout dépend du profil, mais j'aime bien ne pas traiter globalement et d'essayer de prendre le temps de faire un petit état des lieux de la personne et de savoir si c'est plutôt émotionnel, si c'est plutôt une charge de travail, si c'est plutôt physique. Enfin, il y a pas mal de choses à savoir. Ça peut être aussi des douleurs. Il y a vraiment pas mal de choses. Et je ne suis pas dans le conseil global à dire fais ci, fais ça, tu dormiras mieux. C'est vrai que la cryo, on vient au froid encore, mais la cryo donne vraiment une vraie charge au niveau endorphine et du coup, post-cryo, tout le monde dort bien après une cryothérapie, c'est quand même assez fou. Derrière, de toute façon, prendre soin de soi, c'est quand même déjà s'apaiser et favoriser un bon sommeil. Qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à toutes ces personnes qui sont avec des médicaments pour dormir, tout ce qui est... C'est une question pas facile, il y a des gros lobbies derrière. Oui, non, on n'a pas de... On va être transparent là-dessus. Non, de toute façon, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, elle a été claire là-dessus depuis un moment. En première intention, en fait, c'est pas du tout les somnifères qu'il faut donner. Malheureusement, c'est toujours ce qui est donné parce que c'est ce qui est plus simple aussi. Et puis, dans la médecine actuelle, en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire un vrai bilan de la personne, de vraiment s'intéresser à tous ses problèmes. Des fois, c'est pas évident non plus de... Voilà, le patient les évoque pas non plus toujours. En première intention, en fait, c'est changer les habitudes de la personne. Donc, voir ce qui pose problème,
Pour les insomniaques chroniques, c'est la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale dont on a parlé tout à l'heure, voilà, qui est très cadrée, où il y a des règles vraiment bien précises. Mais pour quelqu'un qui a des troubles du sommeil par rapport à un événement particulier, voilà, si on sait que c'est le stress, pourquoi donner des somnifères alors qu'on peut aller travailler sur cette cause ? Moi, j'aime toujours aller travailler sur la cause et pas, voilà, on voit un symptôme, on donne un médicament qui correspond au symptôme. Parce que là, on se retrouve avec 50 médicaments pour 50 symptômes et ça sert à rien parce que derrière, on n'a pas écouté le corps et donc ça s'aggrave, on a encore plus de conséquences dans les mois et les années à venir. C'est addictif. Oui, complètement, oui. Et puis J'ai plusieurs clients qui sont totalement addicts aux somnifères. Oui, et puis ça n'améliore pas le sommeil. Et c'est pire. C'est bien pire, en fait, au niveau récupération, on a zéro. Ils sortent de leur nuit, ils ont l'impression d'avoir été dans le coma et ils sont pas bien toute la matinée. Ça leur permet juste de dormir, de comater, et donc juste pour les laisser tranquilles le soir, pour que ça soit en adéquation avec notre culture et puis notre mode de vie, en fait. Parce que si on les laisse à cogiter toute la nuit, c'est problématique. Donc c'est plutôt pour ça. Mais oui, ça règle pas du tout le problème. Et est-ce que toi, donc en micronutrition, tu as des compléments alimentaires qui sont plutôt... Ouais, en fait, il n'y a pas un complément alimentaire qui est fait vraiment pour les problèmes de sommeil. Je dis, on va aller voir la cause. Donc souvent, ça va être une carence en magnésium, par exemple. Ça, c'est la carence qu'on voit le plus souvent. D'ailleurs, là, en entrée automnale, hivernale, c'est quand même assez souvent que les gens sont carencés en magnésium. Parce qu'en fait, on est carencé en magnésium. En fait, c'est le stress et puis la transpiration. Donc, sortie d'été où on a bien transpiré et puis la rentrée avec le stress, effectivement, c'est la bonne période pour être carencé, quoi. Donc, par contre, je trouve ça important de dire que c'est pas n'importe quel magnésium. C'est pas de l'oxyde de magnésium, c'est pas du magnésium marin, ce qu'on voit le plus souvent en pharmacie et qui est pas terrible. C'est du malate, du citrate ou du bisglycinate de magnésium. Alors, on fait attention à ce qu'on prend parce qu'un complément alimentaire, c'est pas anodin, il faut choisir les bons. Donc, encore une fois, lobby des labos, on aime bien. Voilà. Moi, ce que je prône et ce que je vends, ce que je conseille ici chez Paul Récup, c'est vraiment le plasma marin. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas plus naturel et plus sain que ça. Donc, c'est vrai qu'on travaille avec CSBS, qui est une marque de plasma marin, et pour le coup, c'est sous forme de cure, c'est génial, quoi. Donc ça, sous forme de cure, et puis en fait, il y a des gens qui vont le prendre 3 mois et puis qu'après, qui ne font plus rien le reste de l'année. Ouais. Moi, je recommande, surtout s'il y a un stress qui est quotidien, voilà, si on est un sportif, c'est important de le prendre toute l'année. Okay. Pas seulement en cure. Full time. Ouais, pas toujours au même dosage, Okay. mais ouais, si on est en pleine compète, en pleine préparation physique, le magnésium c'est important. Et il y aurait autre chose à part le magnésium ? Après, il y a souvent la mélatonine, mais la mélatonine, ça c'est quelque chose qui est assez connu maintenant, qui est en spray, qui est en petite gélule. Moi je le recommande plutôt en spray sublingual, donc sous la langue, parce qu'il y a une action plus rapide. 30 minutes à 1 heure avant l'heure du coucher souhaité. Après, c'est pas pour tout le monde, parce qu'on peut... en fait, la mélatonine, c'est une hormone qui est sécrétée naturellement par le corps. Le problème, c'est que si on lui en donne tout le temps, le corps va plus en sécréter, ou du moins plus autant. Donc c'est important que le corps reste quand même... qui joue son rôle sur la sécrétion. La mélatonine, c'est plutôt pour ceux qui ont des retards de phase, c'est-à-dire qu'ils vont s'endormir à minuit, 1h, 2h du matin, comme on disait tout à l'heure, et donc provoquer le sommeil un peu plus tôt, ou pour ceux qui sont en jet lag. Et donc ça, c'est intéressant pour les sportifs qui vont faire des compètes à l'autre bout du monde, qui vont avoir plusieurs heures de décalage, d'utiliser la mélatonine pour provoquer le sommeil à l'heure qu'on veut par rapport aux heures de compétition derrière. Donc il y a ça, après il y a en fait, tout ce qui va permettre de sécréter la sérotonine, qui derrière va permettre la sécrétion de mélatonine une fois le soir venu. Donc, on est sur de la griffonia, du 5-HTP, des choses comme ça. Mais voilà, sur ces molécules-là, je trouve que c'est important de se faire suivre quand même, parce que c'est pas non plus anodin. Il y a des contre-indications. Quelqu'un qui prend des antidépresseurs, voilà, on recommande pas du tout ces molécules-là. Donc, on n'en prend pas tout seul. Nous, on travaille avec un produit qui s'appelle Dodo, qui est de D+, Forcare, j'ai un petit œil. Et c'est franchement, il a tout ce que tu viens de dire là, c'est mélatonine, 5-HTP, griffonia, il y a un petit complexe et c'est vrai que c'est plutôt assez naturel, il n'y a pas d'addiction à tout ça. Et on a un public là qui se forme depuis quelques années maintenant autour de ce produit, sans addiction vraiment, je répète, mais pour le coup fait du bien et ils aiment bien effectivement se mettre ce petit spray sous la bouche avant de dormir. Je pense qu'il y a aussi un côté mental qui se dit ok, je m'apprête à dormir, pchit, ok. La routine du soir. Et d'ailleurs j'en revenais vraiment un peu pour
ça. Tu diras si c'est tout bon ou pas, mais c'est vrai qu'on est plus ou moins des enfants toute notre vie, c'est-à-dire qu'on a besoin de cadre et qu'à un moment donné, dès qu'on dépasse le cadre, il faut se recadrer quand il n'y a pas photo. On peut faire la fête et se coucher à 2h du mat, mais on n'est pas fait pour se coucher à 2h du mat toute notre vie. Oui. Je pense que si tu parlais tout à l'heure de manger à heure fixe, c'est un peu pareil pour le sommeil. C'est vraiment essayer d'être le plus cadré possible, de dire ok, je me couche à 22h, 22h30. Des fois c'est dur parce qu'on finit le travail tard, et du coup, mais pour le coup, si tu te couches à 23h30 minuit, lève-toi à 8h du matin, quoi. Alors le souci, c'est que quand t'es enfant, c'est tes parents qui te donnent le cadre. Ouais. Et quand t'es adulte, t'as plus personne qui te donne le cadre. C'est Donc c'est ça le problème, t'es obligé de te donner ton propre cadre. Et il y a des personnes qui prennent plus ou moins conscience en fait que tout ça, ça a une grande importance, qui donnent moins d'importance à leur santé que d'autres personnes. Donc effectivement, on peut se coucher à 2h du matin une fois comme ça par mois, ça n'a pas de conséquences derrière, c'est pas très grave. Faire ça plusieurs fois par semaine ou tous les week-ends, c'est compliqué. Faire ça à 20 ans et faire ça à 50 ans, c'est pas non plus la même chose, il n'y a pas les mêmes conséquences. On récupère pas de la même façon. On récupère pas de la même façon. Donc tes conclusions un petit peu à tout ça, c'est vraiment être à l'écoute. Écouter vraiment son corps, s'il y a des signaux, agir, quoi, pas attendre. Agir complètement, et puis il faut pas hésiter, si on trouve pas une solution auprès d'un premier professionnel de santé, d'aller en voir un autre, de tester d'autres solutions, d'être proactif en fait sur sa santé, de pas attendre que ça soit votre médecin généraliste ou même votre psychologue qui vous donne la réponse tout de suite. Voilà, ils ont chacun leur spécialité, et parfois ça correspond pas tout à fait à ce que vous avez, donc allez chercher de l'aide ailleurs. Voilà, okay. Renseignez-vous. Dernier petit tips pour nos auditeurs, on parle un petit peu de cohérence cardiaque souvent quand on n'arrive pas à trouver le sommeil, quand on a vraiment des pensées, on est vraiment stressé, on n'est pas bien, on peut être tendu, énervé. C'est vrai que travailler sa cohérence cardiaque est bénéfique pour ça, on se recentre un petit peu. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu ? Ouais, alors la cohérence cardiaque, en fait c'est une technique de respiration. Ouais. Après il y a plein d'exercices qui ont été dérivés, mais à l'origine c'est vraiment une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes qui permet en fait d'avoir un rythme cardiaque finalement qui est optimisé. Et ça permet de se détendre en fait, de vraiment relâcher. Et donc on le donne. Cohérence cardiaque, c'est la méthode en général 365, donc 3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et donc voilà, en général moi je le recommande 3 fois par jour. On peut le recommander en traitement aigu, c'est-à-dire on a du mal à dormir un soir et voilà on fait de la cohérence cardiaque pour vraiment se relâcher. Moi j'aime bien le donner aussi en traitement de fond, c'est-à-dire que voilà, tous les jours, 3 fois par jour, on s'entraîne à la cohérence cardiaque. Et il y a bien plus d'effets, je trouve, que quand vraiment on le fait qu'une seule fois en aigu, comme avec la méditation. Quelqu'un qui fait de la méditation depuis 10 ans va pas du tout avoir les mêmes effets que quelqu'un qui le fait pour la première fois cette semaine. Donc c'est important de le faire sur la durée, même si on voit pas les effets tout de suite, on les ressentira au moment où on en aura vraiment besoin. Quoi qu'il arrive, notre corps n'est pas assez oxygéné. Et je pense que la respiration, c'est un grand sujet aussi. C'est un grand sujet, mais je pense que déjà ça fait partie de prendre du temps pour toi. C'est quelque chose qui te recentre, ça te permet de faire un peu le point justement et de se dire comment ça va. Non mais c'est vrai, c'est de se dire ok, je suis fatigué, je me pose. Donc la personne qui est contre la sieste peut déjà se faire une petite 5 minutes de cohérence cardiaque. Enfin, je pense que ça prend pas beaucoup de temps, ça permet de relâcher un peu le quotidien, le boulot, les appels, le ceci, le cela. Et puis de repartir derrière, je pense que c'est quand même du complètement. temps. En fait, chacun sa technique. Le but, c'est juste de relâcher, de se reposer, de détendre son corps. Donc, que ce soit sieste, cohérence cardiaque, visualisation, méditation. Finalement, peu importe, chacun sa technique. Mais il faut s'accorder du temps. Il faut accorder du temps à son corps. Donc, on a cette phase active. Et pour compenser cette phase active, il faut une phase de récup derrière. Il faut relâcher. Comme après une blessure, comme après un entraînement. Voilà, finalement, le sommeil, ça vient compenser comme un surentraînement du sportif, quoi. Il faut une phase à plat où notre corps fait rien, sauf dormir. Je dis très très souvent, on en fait de plus en plus, on récupère de moins en moins. C'est ma grande phrase. Et j'essaye de pallier à ça. J'essaye d'apporter des solutions à ce public pour
pour qu'il soit de mieux en mieux, quoi. Oui, la perf, mais pas que, quoi. C'est vraiment une recette et chaque personne a cette recette qui est avec des petits ingrédients, des petites choses à ajouter. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de convention, il n'y a pas de... C'est vraiment apprenez à vous écouter et agissez, surtout agissez. Arrêtez d'attendre, d'être passif, il faut proactif. Tu dis oui la perf mais pas que. Moi je dirais que la récup permet de performer plus. Ah, bien sûr. Donc voilà, c'est... En France et dans pas mal de sports, je trouve qu'on a tendance à jurer que par le nombre d'heures d'entraînement, le nombre de séries qu'on va faire, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Il y a plein d'études qui montrent qu'en fait, quelqu'un qui va s'entraîner moins, qui va faire beaucoup plus de récup que quelqu'un d'autre, finalement, par rapport à quelqu'un qui, je sais pas, on va prendre l'exemple du semi-marathon, qui a fait 2 semi-marathons avant le jour fatidique, avant la compète, finalement, il va performer beaucoup plus. Celui qui a récupéré, il va performer beaucoup plus que celui qui s'est entraîné à fond les jours précédents. Donc, pour mieux performer, il faut mieux récupérer. Très belle fin. Merci Camille d'être venue. De rien, merci à toi. Vous nous retrouvez donc sur tous nos plateformes, que ce soit Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast et bien d'autres. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt Camille, au revoir. À bientôt. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Paul Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et NeuroRécup. À bientôt.